Le 22 novembre 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy entreprend une tournée préélectorale au Texas, en compagnie de son vice-président Lyndon Johnson, un Texan. C'est à Johnson qu'il revient de promouvoir le président auprès des sudistes en vue des élections de 1964. Johnson était de bonne humeur. Les démonstrations d'hostilité qu'il craignait n'ont pas eu lieu. Au contraire, le président reçoit un accueil triomphal. Mais soudain, plusieurs coups de feu éclatent. John Fitzgerald Kennedy meurt peu de temps après. Les médias se focalisent sur la mort tragique de Kennedy. Nul ne s'intéresse au nouveau président, Lyndon Baines Johnson. Depuis 3 ans, Johnson a rarement été au premier plan. En tant que vice-président, il était quasiment invisible. Il se retrouve pourtant à la tête du pays. Johnson prend immédiatement les commandes. Il était comme ça, c'était quelqu'un qui prenait les choses en main. Dès les premiers jours, alors que le pays est sous le choc, Johnson profite de la situation pour faire avancer le programme de réforme initié par Kennedy. Lyndon Johnson a été un maître dans l'art d'exploiter la tragédie pour faire passer son programme au Congrès. Il a toujours su tirer parti des tragédies. Des années plus tard, la réputation de Johnson est ternie par son action au Vietnam. Cette dernière fait oublier ses réussites considérables en matière de politique intérieure. Sans la mort prématurée de Kennedy et la transition menée d'une main de maître par Johnson, la réforme sociale initiée par Kennedy n'aurait peut-être pas été menée à terme. Le fait que Barack Obama soit président aujourd'hui résulte en partie du combat mené par Lyndon Johnson en 1964 et 1965. Il serait juste de réévaluer l'héritage laissé par Johnson. On se souvient de Lyndon Baines Johnson comme d'un homme terriblement égotique, arrogant, manipulateur, grossier. Johnson était un personnage hors du commun. Il était narcissique, pompeux, Un personnage de roman. Mais en tant que président, il a tenu à inscrire dans le droit les plus nobles aspirations, celles d'Abraham Lincoln, celles d'une nation attachée à l'idée selon laquelle tous les hommes ont été créés égaux. Pourtant, avant l'assassinat de Kennedy, Lyndon Johnson a l'impression d'être un homme fini. C'est à cette époque qu'il s'est mis à abuser de la boisson, à avoir des aventures. Il était malheureux. John Kennedy, un bel intellectuel de la Nouvelle-Angleterre, a battu le rude Texan lors des primaires du Parti démocrate pour l'élection de 1960, ôtant à son aîné ses chances d'accéder à la plus haute fonction. À la surprise générale, Johnson accepte la proposition de Kennedy de le nommer vice-président. Kennedy pense obtenir les voix des démocrates conservateurs du Sud grâce à son colistier. Johnson est un homme apprécié dans le Sud. Sénateur du Texas, il a été pendant les 6 années précédentes chef de la majorité au Sénat, où les démocrates sont majoritaires. Cette position a fait de lui le deuxième homme le plus puissant à Washington, le premier étant Dwight Eisenhower, le président républicain.
Mrs. Johnson is sworn in as Vice President by fellow Texan, Speaker of the House Sam Rayburn. Une fois vice-président, il n'a pratiquement aucun pouvoir. Johnson est allé voir Kennedy et lui a remis un papier où il exposait tout cela en pressant Kennedy de lui donner une certaine autorité, un certain pouvoir. Quand Johnson a quitté son bureau, Kennedy a éclaté de rire et a glissé ce papier dans un tiroir. Il était le plus jeune président des États-Unis et ne voulait pas qu'on imagine que Johnson puisse avoir de l'ascendant sur lui. Lorsque les coups de feu mortels retentissent à Dallas, Johnson est un politicien sur la touche. Soudain, son destin bascule. Dès l'annonce de la mort de Kennedy, Johnson prend la situation en main et assume le rôle qu'il a ambitionné toute sa vie. Lady Bird Johnson disait « Lyndon Johnson est un homme qu'il est bon d'avoir près de soi dans les situations d'urgence. Il savait instinctivement ce qu'il fallait faire pour éviter que le chaos ne s'installe. » On conseille au nouveau président de quitter Dallas au plus vite, mais il n'en fait rien. Au contraire, Johnson décide de prendre immédiatement ses fonctions et de prêter serment à l'aéroport de Dallas à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel, avec à ses côtés Jackie, la veuve de John Kennedy. Son instinct politique lui disait que la présence de Jacqueline Kennedy à ses côtés lui conférerait davantage de légitimité au moment où il prêterait serment. L'avion présidentiel quitte finalement Dallas pour Washington. 2 heures plus tard, il atterrit à la base militaire d'Andrews, où l'attend Robert Kennedy, le frère du président défunt. Bobby Kennedy se précipite dans l'avion présidentiel et demande « Où est Jackie? Je dois la trouver. » Il passe devant le nouveau président sans lui prêter attention. Il s'est précipité dans l'avion pour retrouver Jackie. Ils sont descendus avec le cercueil et ils sont partis de leur côté. As in life, she accompanies her beloved on his lonely ride. Beaucoup de gens ont trouvé ce comportement incorrect et blessant pour le nouveau président. Si Johnson se sent dédaigné par Bobby Kennedy, il n'en laisse rien paraître. Tandis que les médias du monde entier rendent hommage au président assassiné, Johnson se met au travail. Sa première tâche est de s'assurer le soutien de l'équipe de Kennedy et des membres du gouvernement. Le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, le ministre des Affaires étrangères, Dean Rusk, l'assistant spécial de Kennedy, Larry O'Brien, et enfin le ministre de la Justice, Bobby Kennedy. Johnson sent que ces hommes n'ont que du mépris pour lui. Pour eux, il est un bouffon, un pecno, un sudiste arriéré. Il est évident qu'ils le sous-estiment. Il était un excellent politicien. Johnson souffre de leur sarcasme. Leurs manières et leurs propos brillants mettent en lumière ses origines modestes. Il ne fait pas partie de l'élite issue des grandes universités américaines. Pourtant, Johnson est fier de son héritage. Né en 1908, dans le hameau de Stonewall, Texas, il a déménagé avec ses parents dans la petite ville de Johnson City qui porte le nom de ses ancêtres. Il venait d'une longue lignée de sudistes et de texans influents qui avaient le sentiment de faire partie d'une élite, d'une sorte de haute société du Sud. Son père, Sam Ely Johnson, a siégé pendant 6 mandats à la Chambre des représentants du Texas.
Le père de Lyndon Johnson était un politicien né. Je pense que Johnson a vécu certains des moments les plus heureux de sa vie quand il accompagnait son père dans ses campagnes électorales. Les premières années de la vie de Johnson lui ont donné le goût de la politique et du pouvoir. Et voilà que le pouvoir s'offre à lui. Who is the man who sits with documents on his desk, grief in his heart, and the world on his shoulders? Who is the man who people now call Mr. President? Johnson a peut-être douté de sa capacité à conserver la loyauté de Bobby et du clan Kennedy, mais il n'avait rien à craindre. Les ministres nommés par Kennedy, y compris son frère Bobby, acceptent de rester. Au moins pour le moment, parce qu'ils savent que c'est crucial pour le pays. Il m'a dit « Je sais que Kennedy avait besoin de toi, mais moi j'ai encore plus besoin de toi, tu le sais. » Quand le président des États-Unis m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il avait plus besoin de moi que Kennedy, je l'ai cru. Je n'allais pas lui dire « Désolé, j'ai autre chose à faire ». Je suis resté. Au cours de ses premiers jours à la tête de l'État, Johnson se prépare à prononcer sa première allocution devant le Congrès, spécialement réuni à la suite de l'assassinat de l'ancien président. The United States of America and the world listens as President Lyndon B. Johnson addresses a joint session of Congress. The greatest leader of our time has been struck down by the foulest deed of our time. John Kennedy's death commands what his life conveyed, that America must move forward. Il était tout à fait conscient d'être président par accident et de ne pas avoir été élu. Dans l'intérêt du pays et de son propre avenir politique, il allait devoir mettre l'accent sur la continuité et se montrer l'héritier fidèle du président disparu. Johnson doit faire voter les réformes sociales voulues par Kennedy. Mais les projets de loi que l'ancien président a envoyés au Capitole, siège du Congrès, n'ont toujours pas été examinés. Un projet de loi sur la réduction des impôts est bloqué depuis 10 mois. Et un second sur les droits civiques depuis 6 mois. Tous deux sont victimes des manœuvres d'obstruction orchestrées par une coalition de démocrates et de républicains du Sud. Les hommes qui contrôlaient les commissions chargées des grands projets de loi que Kennedy voulait faire voter étaient des conservateurs sudistes. Ils considéraient l'assurance maladie, l'aide du gouvernement fédéral à l'éducation, les droits civiques comme une atteinte aux traditions sudistes. Toutes ces lois pouvaient obliger le Sud à appliquer une certaine déségrégation raciale. Mais Johnson a été chef de la majorité au Sénat. Il sait manœuvrer pour faire aboutir les projets de loi en suscitant le moins d'opposition possible. Durant sa présidence, plus de lois seront votées qu'au cours des 2 décennies précédentes. Ce qui rendait Johnson fou, c'était que les Kennedy tentaient de faire adopter par le Congrès un programme très progressiste, sans faire appel à lui, le parlementaire le plus accompli de l'histoire des États-Unis. Bien qu'originaire du Sud, Johnson n'est pas conservateur ni opposé aux droits civiques. En tant que chef de la majorité au Sénat, il a déjà fait passer 2 textes de loi sur les droits civiques. En 1957, Johnson fait adopter une loi sur les droits civiques plus symbolique que substantielle. En 1960, une loi sur le logement est elle aussi adoptée. Ce ne sont que des préludes, mais ils sont importants pour la suite. Johnson ressent de la compassion pour les laissés pour compte. L'injustice le révolte. Il a travaillé comme professeur à Cotulla, une ville du Texas peuplée en majorité d'immigrés d'origine mexicaine. À l'époque, ceux-ci n'avaient pratiquement aucun droit. Ils étaient victimes de l'intolérance et de la haine.
C'est là que Johnson a vraiment constaté l'inégalité de traitement entre ceux qui ont une couleur de peau différente et les Blancs. La culture ségrégationniste du Sud affecte tous les aspects de la vie des Noirs et des minorités ethniques. Elle détermine l'école qu'ils peuvent fréquenter, les emplois auxquels ils peuvent postuler, en passant par les équipements publics qu'ils peuvent utiliser et les commerces qui leur sont ouverts. J'ai remarqué qu'on n'achetait pas de vêtements dans le centre-ville ou qu'on ne les essayait pas sur place. Mais je pensais que c'était comme ça, une habitude de ma famille. Aujourd'hui encore, je n'aime pas essayer des vêtements dans les magasins. En mai 1963, à Birmingham, en Alabama, les forces de l'ordre dispersent avec une brutalité extrême les manifestants qui participent à une marche non violente contre la ségrégation. Kennedy prend la parole. We cherish our freedom here at home. But are we to say to the world, and much more importantly, to each other, that this is a land of the free, except for the Negroes? That we have no second-class citizens, except Negroes? L'administration Kennedy rechignait à présenter un projet de loi sur les droits civiques. Mais les événements en Alabama contraignent Kennedy à accélérer les choses. Pour une fois, il consulte Johnson sur la meilleure façon de s'y prendre. Johnson conseille au président d'attendre avant de présenter son projet de loi au Congrès. Il l'avertit que ce projet pourrait être retenu en otage par les conservateurs sudistes si d'autres lois n'étaient pas adoptées au préalable. Kennedy ignore le conseil de Johnson. Il veut montrer qu'il s'attaque au problème. À la mort de Kennedy, le texte de loi sur les droits civiques n'est toujours pas voté comme Johnson l'avait prédit. Le principal obstacle qui bloque son examen par le Congrès est le projet de loi de Kennedy sur la réduction des impôts. On craignait que la baisse des impôts augmente le déficit budgétaire. Mais la priorité de Johnson et du Parti démocrate était de développer l'économie et de créer des emplois, plutôt que de limiter les déficits. Le vote du projet de loi sur la baisse des impôts et le vote du budget du gouvernement fédéral sont étroitement dépendants. Tous deux sont bloqués à la commission des finances du Sénat, présidée par le sénateur démocrate sudiste Harry Byrd. Harry Byrd était un homme très surprenant. Il avait une drôle d'allure. Il n'avait l'air ni d'un politicard, ni d'un patron. Il ressemblait plutôt à un vieux paysan. Byrd tient à ce que le budget du gouvernement fédéral ne dépasse pas 100 milliards de dollars. Sans cela, il ne laissera pas le projet de loi sur la réduction des impôts être débattu au Sénat. Johnson lance alors un appel au ministère pour qu'ils limitent leurs dépenses afin de contribuer à réduire le budget. Johnson sait qu'il peut aussi exploiter sa relation amicale avec Byrd pour en faire son allié. Il savait sur quelle corde jouer avec ses sénateurs. Et s'il leur octroyait ce qu'ils demandaient, il serait obligé de lui renvoyer l'ascenseur. Il les a convoqués. Il leur a téléphoné. On a l'enregistrement de conversations téléphoniques. I'm going to try to stop and arrest the spending and try to be as frugal as I can make them be. And you're my inspiration for doing it. And I want to work with you, and I want you to advise me, and I want you to have your men talk to me. Byrd renvoie l'ascenseur. Tandis que le budget du gouvernement est revu à la baisse, la commission qu'il dirige accélère la rédaction des amendements au projet de loi sur la réduction des impôts. Le texte de loi est présenté fin janvier 1964. You're a gentleman and a scholar and a producer, and I love you. Yeah, we only had one vote. We got by. Well, I know it. That Harry Byrd, though, he can do anything.
le projet de loi sur la réduction des impôts est adopté par le Sénat 2 semaines plus tard, le 7 février. The presidential signature makes the $11.5 billion tax cut a reality. En un peu moins de 2 mois, Johnson a réussi là où Kennedy avait échoué. Il a neutralisé la faction conservatrice du Congrès, signé la loi sur la réduction des impôts et préparé le terrain au projet de loi sur les droits civiques. Johnson et ses conseillers n'ont pas cessé de dire que la baisse des taxes allait générer une telle activité économique que l'assiette fiscale augmenterait et que le budget serait excédentaire. Cela s'est avéré exact. Les 2 premiers mois de Johnson à la tête de l'État sont également chargés sur le plan international. En décembre, Johnson retourne dans son ranch du Texas pour les fêtes de Noël. Il se prépare à recevoir la première visite d'un chef d'État étranger. Holiday time at the Johnsons. Le chancelier ouest-allemand Ludwig Erhard doit arriver le 28 décembre. Johnson sait que cette visite sera suivie avec attention dans les 2 pays, en particulier en Allemagne de l'Ouest, où Johnson est très apprécié. En août 1961, Johnson, alors vice-président, avait été envoyé par le président Kennedy à Berlin-Ouest. Les communistes avaient commencé à ériger un mur pour diviser plus strictement la ville. Les Occidentaux se demandaient si les autorités est-allemandes ne préparaient pas des opérations plus radicales. Kennedy avait ordonné d'envoyer à Berlin-Ouest 1500 soldats américains stationnés en Allemagne de l'Ouest. Il voulait que Johnson fasse une apparition publique dans la ville pour bien montrer aux Soviétiques que Berlin était sous la protection suprême des États-Unis. Johnson n'était pas convaincu. Il pensait que ça ne suffirait pas à rassurer les Allemands qui reprochaient à Kennedy de ne pas protester assez vigoureusement contre l'érection du mur. There are more cheers from 300,000 in front of City Hall, as Mr. Johnson declares that freedom can prevail and peace can endure. He addressed a message to the people of East Berlin, telling them that the days of tyranny are numbered. À Berlin, Johnson a été reçu comme s'il avait été Kennedy en personne. Il s'est laissé gagner par l'enthousiasme. Pour Johnson, cette visite a été un des moments les plus forts de son mandat de vice-président. Il était naturellement acquis à leur cause. C'était un homme de la guerre froide, un anticommuniste. Tout comme Dean Rusk, le ministre des Affaires étrangères. Concernant cette période, les années 1960 et le Vietnam, il a dit « Si vous aviez déchiré notre chemise et ouvert notre cœur, vous y auriez vu gravé Berlin. » Le nouveau chef d'État ouest-allemand, Ludwig Erhard, rend à présent visite au président Johnson. Ce dernier a choisi de l'accueillir à la mode texane. For official business, there's a taste of Texas hospitality at the school gym in nearby Stonewall. Much of this area was settled by German pioneers, and the chancellor is greeted with cheers in both languages. C'est un banquet officiel plutôt inédit. Les 2 chefs d'État, leurs ministres et leurs équipes croquent à belles dents dans des travers de porc et boivent de la bière dans des gobelets en carton. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Allemagne se déroulent ensuite dans le ranch de Johnson surnommé la Maison Blanche du Texas. An historic visit that strengthens this Western alliance. Cette visite d'État est une victoire au niveau diplomatique et international. Johnson cherche à dire aux Allemands et au monde entier « Je suis 100% américain. Les Kennedy aussi étaient américains, mais c'étaient des aristocrates. Moi, je suis Lyndon Johnson, votre copain. » De retour à Washington, Johnson voit sa cote de popularité grimper. 79% des Américains approuvent sa politique.
C'est bien plus que les 56% obtenus par Kennedy avant son assassinat. S'étant engagé à poursuivre la politique de Kennedy, Johnson souhaite aller plus loin. Le 8 janvier 1964, 47 jours à peine après sa prise de fonction, Johnson expose son programme dans son premier discours sur l'état de l'Union. The president receives a warm welcome from his former colleagues and from the packed galleries. On domestic issues, he called anew for civil rights and a forthright attack on unemployment. Jusqu'ici, c'est du Kennedy. Mais ensuite, Johnson lance le mot d'ordre qui va marquer de son sceau sa présidence. And this administration today, here and now, declares unconditional war on poverty in America. Les conseillers de Johnson ont trouvé $1 milliard pour financer le programme contre la pauvreté. And I urge this Congress and all Americans to join with me in that effort. Lyndon savait que le racisme, les préjugés sociaux et la pauvreté étaient tous trois liés. Concrètement, à quoi bon avoir le droit de s'asseoir à un comptoir pour manger un hamburger si on n'a pas de quoi le payer? Son discours est un triomphe politique. Ce discours est très révélateur. Johnson est un libéral. Il est un progressiste. Il va mener à terme un programme que Kennedy ne pensait mettre en œuvre que s'il était réélu. Johnson, lui, n'attend pas, il le fait tout de suite. Johnson veut que le programme de sa réforme libérale puisse se résumer en une formule, comme le New Deal du président Roosevelt. 4 mois plus tard, il profite d'une allocution à l'Université du Michigan pour présenter son nouveau slogan. For in your times, we have the opportunity to move not only toward the rich society and the powerful society, but upward to the great society. Pour aboutir à cette Great Society, la grande société, il est essentiel d'abolir la ségrégation raciale dont la contestation provoque des troubles grandissants dans le pays. Johnson a si bien réussi à retourner l'opinion publique que d'après les sondages du printemps 1964, la majorité des Américains sont favorables à une loi sur les droits civiques. Ils étaient 50% à s'y opposer à l'automne précédent. Ils ne sont plus que 30%. Lyndon Johnson veut agir tout de suite. Aux législateurs qui s'opposeraient à cette loi, il peut rétorquer « C'est ce que votre président assassiné voulait. C'était la volonté de Kennedy. » Le projet de loi est présenté au Sénat fin février 1964, après avoir été entériné par la Chambre des représentants. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Johnson sait que les sénateurs conservateurs opposés aux droits civiques feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la loi de passer. But we are not yet ready to surrender in our opposition to this bill, which we feel is a perversion of the American way of life and a great blow at the right of dominion over private property that has been the genesis of our greatness. Tout d'abord, Johnson doit affronter l'opposition de sénateurs sudistes de son propre parti, dont son vieil ami et mentor, Richard Russell, sénateur de Géorgie. Il le fait venir au bureau ovale et lui dit « Dick, je vais faire passer la loi sur les droits civiques. Je sais que tu t'y opposes et je vais être obligé de te passer sur le corps. » Russell lui répond « Je crois que tu parviendras à la faire voter, contrairement à Kennedy. Mais je t'avertis que si tu y parviens, tu risques de perdre les voix des sudistes de ton parti et les élections de 1964. »
Et Johnson réplique, « Dick, si c'est le prix à payer pour cette loi, je le paierai avec joie. » Il a fait preuve d'un courage politique remarquable. Johnson dit en effet à Russell et à ses camarades sudistes, « Votre temps est révolu. » Il savait comment leur parler. Il avait le droit pour lui et ils en étaient conscients. Cherchant des soutiens de tous côtés, Johnson se tourne vers le chef de la minorité républicaine au Sénat, le sénateur de l'Illinois, Everett Dirksen, l'homme le mieux placé pour inciter d'autres sénateurs républicains à accepter le projet de loi. Il a aussi besoin des voix républicaines. Il dit à Everett Dirksen que ce moment restera dans l'histoire, que c'est un grand pas en avant et qu'il en sera un des acteurs. C'est très flatteur pour ces gens-là. Ils ont eux aussi un ego démesuré. Comme il ne peut plus intervenir dans les manœuvres quotidiennes au Sénat, Johnson travaille en coulisses et gagne à sa cause l'adjoint au chef de la majorité, le sénateur du Minnesota, Hubert Humphrey. Johnson charge Humphrey de faire pression sur Dirksen. Votre mission, c'est Dirksen. Vous le suivez, vous vous faites bien voir de lui, vous lui léchez le cul devant le Capitole s'il le faut, mais vous ne le lâchez pas jusqu'à ce qu'on ait la garantie qu'il défendra ce projet de loi. Johnson appelle également à la rescousse des leaders du mouvement pour les droits civiques afin qu'ils fassent eux aussi pression sur les sénateurs. Des militants des droits civiques sont venus le voir. Il m'a dit, demande à Larry O'Brien de venir avec son comptage des voix. Larry est arrivé et leur a dit, le vote sera très serré, on a besoin de votre aide. Johnson lui a demandé, quelle est la première personne sur laquelle on peut faire pression? Larry a donné le nom d'un sénateur. Lequel d'entre vous peut s'en charger? Incroyable mais vrai, ils sont sortis de là transformés en lobbyistes pour Johnson au Congrès. Mais les sénateurs continuent à retarder le vote du projet de loi. Hubert Humphrey trouve alors un moyen pour que Dirksen sauve la face tout en faisant passer le projet de loi. Il accepte quelques amendements mineurs. En contrepartie, Dirksen accepte de soutenir le projet. It's the day of decision on Capitol Hill as the U.S. Senate clears the way for the Civil Rights Bill by voting to limit debate on the measure. GOP leader Everett Dirksen left and Democratic whip Hubert Humphrey mustered 4 votes more than the necessary majority to invoke cloture. Enfin, le 10 juin, le Sénat vote en faveur du projet de loi. Congress passes the most sweeping civil rights bill ever to be written into the law. Le soir du 2 juillet 1964, lors d'une cérémonie télévisée assez sobre tournée à la Maison-Blanche, Johnson signe enfin le Civil Rights Act. This Civil Rights Act is a challenge to all of us to go to work in our communities and our states, in our homes and in our hearts, to eliminate the last vestiges of injustice in our beloved country. Souvenirs go to Republican leader Everett Dirksen and Democratic whip Hubert Humphrey. Il ne donne pas le premier stylo à Martin Luther King ou à Roy Wilkins. Non, il le donne à Everett Dirksen. Il sait que sans le soutien de ce dernier, la loi ne serait pas passée. Integration leader Martin Luther King receives his pen, a gift he said he would cherish. Jouant pour la galerie, Johnson se tourne ensuite vers Bobby Kennedy. Another group of pens is reserved for the Kennedys, and the Attorney General is entrusted with a half dozen. C'est un moment historique. Et pour Johnson, à quelques mois des élections présidentielles, c'est aussi un succès personnel. En 1964, il va se présenter à la présidentielle. Il veut montrer qu'il a réussi à accomplir ce que Kennedy tardait à mettre en œuvre. L'entente apparente entre Lyndon Johnson et Bobby Kennedy cache le secret le moins bien gardé de Washington. Les deux hommes se détestent. Il lui était presque impossible de digérer le fait que ce plouc de Texan
ce vieux paysan, ce rustre, soit assis sur le fauteuil où son frère s'était assis. Johnson craint que l'héritier du trône des Kennedy lui fasse sérieusement concurrence aux primaires du Parti démocrate. Je pense que Johnson avait peur que tout le monde tienne à faire élire Bobby. À mon avis, sa peur n'était pas justifiée. Mais en tout cas, voilà ce qu'il craignait. Quelles qu'aient été ses craintes, le bilan de ses premiers mois à la tête du pays garantit à Johnson sa place de candidat démocrate à la présidence. Le principal souci de Johnson est le choix de son colistier. Comment faire pour écarter Bobby Kennedy? À l'époque, Bobby était ministre de la Justice et Johnson a déclaré qu'il ne choisirait comme vice-président aucun membre actuel de son cabinet, car cela perturberait, disait-il, le bon fonctionnement du gouvernement. The finger of destiny fixed on Atlantic City points at Senator Hubert Humphrey as he is called from the Democratic Convention to the White House for a conference with the President. Johnson choisit Hubert Humphrey, l'homme qui l'a aidé à obtenir le vote de la loi sur les droits civiques au Sénat. Mr. Johnson said in his judgment, Mr. Humphrey was the best man to be president in case anything happened to him. L'autre sujet épineux pour Johnson en période préélectorale, c'est la situation au Vietnam. Sous la présidence de Kennedy, les forces armées américaines sont directement intervenues dans le conflit vietnamien, soutenant les forces du Sud-Vietnam contre celles du Nord communiste, puis contre le Viet Cong dans le Sud. Johnson espérait laisser le Vietnam à l'arrière-plan. Mais les événements d'août 1964 le forcent à prendre position. Un destroyer de la marine américaine a été attaqué dans le golfe du Tonkin par 3 torpilleurs nord-vietnamiens. Le USS Maddox a riposté, coulant un des bateaux. À Washington, les conseillers de Johnson, dont les ministres Robert McNamara et Dean Rusk, demandent au président de se montrer ferme. C'est ce qu'il fait. Warplanes from 2 carriers, the Ticonderoga and the Constellation, avenged the unwarranted red assault with 64 sorties to North Vietnam PT bases. Avec seulement 2 voix contre, le Congrès accorde à Johnson son soutien total pour riposter aux actes d'agression du Nord-Vietnam. The determination of all Americans to carry out our full commitment to the people and to the government of South Vietnam will be redoubled by this outrage. Heureusement pour Johnson, une escalade immédiate du conflit ne se produit pas. Back at the ranch, the LBJ ranch that is, President Johnson is able to steal a few hours of relaxation. En septembre, le gouvernement de Johnson recueille 69% d'opinion favorable. Les sondages le donnent largement gagnant aux élections de novembre. Il est vrai que l'opposition est faible. Barry Goldwater, le candidat républicain, est susceptible d'adopter des positions radicales en matière de politique intérieure comme de politique étrangère. His followers respect his refusal to compromise. Goldwater était considéré comme un cinglé de droite, comme un danger pour le pays. Il faisait des plaisanteries comme « On devrait en lancer une sur les toilettes du Kremlin » en parlant de la bombe atomique. Ne prenant rien pour acquis,
Johnson organise une campagne contre Goldwater. Il met en exergue son extrémisme et le danger qu'il représente pour les traditions politiques nationales et la paix dans le monde. 6, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daryl, we must either love each other or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Johnson n'avait pas à craindre une victoire de Goldwater. And an overwhelming mandate is handed to Lyndon Baines Johnson, who becomes 36th President of the United States. The man who was thrust into office through the hand of tragedy captures an overwhelming percentage of the popular vote, more than 61%. Désormais élu, Johnson peut agir en son nom propre. Au cours de sa première année à la présidence, Johnson évoque constamment John Kennedy, le martyr. Dès lors qu'il est élu sur son nom propre, si vous relisez ses discours, vous constatez que le nom de Kennedy disparaît peu à peu. Et il n'y a plus de Kennedy au sein du gouvernement. En septembre, Bobby Kennedy a démissionné de son poste de ministre de la Justice. En novembre, il a été élu sénateur de New York. It was a wildly enthusiastic group of followers who cheered him as Senator Keating conceded defeat. Now this is President Johnson's hour. He becomes President of the United States in his own right. Lyndon Johnson pense être désormais en mesure de promouvoir sa Great Society et de lancer sa guerre contre la pauvreté. The Great Society asks not how much, but how good. Not only how to create wealth, but how to use it. Not only how fast we're going, but where we're headed. La première séance du 89e congrès permet de créer les bases de la Great Society. Des mesures historiques comprenant le droit à l'assurance maladie, la rénovation urbaine et l'aide à l'éducation sont parmi plus de 80 projets de loi signés par Johnson au cours de son mandat. Un autre point clé du programme de la Great Society est le projet de loi sur le droit de vote. La loi sur les droits civiques de 1964 visait à mettre fin à la ségrégation, mais n'allait pas jusqu'à garantir le droit de vote aux Noirs américains. De nombreux États du Sud ont trouvé un biais pour empêcher les Noirs de voter, en instaurant une taxe pour accéder aux urnes et des tests d'alphabétisation. Selma sprang overnight from an obscure southern town to the front pages of world newspapers. Début 1965, Selma, en Alabama, est le point de départ de marches non violentes conduites par Martin Luther King pour le droit de vote. When one group set out to march to the Capitol at Montgomery, the procession was broken up violently by state troopers and sheriff's deputies. La violence des forces de l'ordre suscite l'indignation générale. Johnson n'hésite pas à exploiter cette nouvelle tragédie nationale. Johnson voit dans ces événements l'occasion de faire passer son programme. La nation prend conscience du racisme qui sévit dans le Sud profond et de l'oppression que subissent les gens de couleur. Johnson envoie rapidement un projet de loi au Capitole. Pour accroître la pression, il décide de s'adresser au Congrès, ce qu'il fait le 15 mars. The real hero of this struggle is the American Negro. His actions and protests, his courage to risk safety, and even to risk his life, have awakened the conscience of this nation. Quand on l'a entendu dire « nous », shall overcome.
J'étais aux anges. J'ai dit, on va y arriver. On va gagner cette bataille. À aucun moment, il n'a essayé de mettre au second plan le mouvement et le combat des Noirs pour se positionner comme le libérateur. Le projet de loi sur le droit de vote a encore de nombreux détracteurs. Mais Johnson, alternant flatterie et menaces, utilise toutes les armes à sa disposition pour le faire voter par les sénateurs. En juillet, le texte de loi est validé. En août, Johnson le signe. President Johnson moved the next day to implement the bill. So far, the strongest link in the legislative chain which the president titles the Great Society, the voting bill promises a profound effect upon the future politics of the entire nation. Johnson pensait que les droits civiques et le droit de vote allaient favoriser l'intégration du Sud au sein de la nation. Les sudistes y étaient très réticents. Mais Johnson estimait que c'était comme les forcer à avaler un remède qui leur ferait du bien. Et il avait tout à fait raison. Mais l'année 1965 voit aussi surgir le problème qui va marquer la présidence de Johnson, la guerre du Vietnam. Début 1965, Johnson est informé qu'il sera impossible de vaincre les forces du Nord-Vietnam s'il n'adopte pas une politique militaire plus agressive. Johnson acquiesce et autorise une campagne de bombardement aérien intensif, l'opération Rolling Thunder. Elle durera 3 ans. Increasingly now, Americans are functioning directly in the fight for freedom in this far, foreign corner of the earth. Conscient que sa politique au Vietnam ne fait pas l'unanimité, Johnson réagit avec irritation aux critiques. En avril 1965, le Premier ministre canadien Lester Pearson, lors d'une visite aux États-Unis, clame son opposition au bombardement américain. Johnson est furieux. Johnson répond très fermement à Pearson en lui disant « Ne venez pas chez moi pour pisser sur mon tapis ». À la guerre menée outre-mer s'ajoutent désormais des troubles à l'intérieur du pays. 6 days of rioting in a Negro section of Los Angeles left behind scenes reminiscent of war-torn cities. Les émeutes de 1965 sont suivies par d'autres explosions de violence en 1966 et 1967 dans 38 villes américaines. On commence à craindre qu'en dépit des droits civiques, les militants les plus radicaux du mouvement Black Power fassent basculer le pays dans une guerre raciale. Les gens commencent à penser que c'est Johnson qui a déclenché cette révolution et qu'ils en paient le prix. À l'aube de 1968, le rêve d'une Great Society, formulé par Johnson, semble réduit à néant. Le coût de la guerre du Vietnam grève les finances publiques. En mars, le bourbier vietnamien et sa cote de popularité qui a chuté à 36% forcent Johnson à prendre une décision. I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. L'opération Rolling Thunder se termine fin octobre 1968. Les pourparlers de paix commencent en janvier 1969, au moment où le président sortant quitte la Maison-Blanche. Le Vietnam reste aujourd'hui encore le point noir des années Johnson. Il y a eu récemment un sondage où l'on demandait aux Américains d'évaluer les 9 derniers présidents, de John Kennedy à George W. Bush. Richard Nixon est arrivé dernier, John Kennedy en tête avec 85%,
Et Johnson, lui, est arrivé avant-avant-dernier, avec 49%. Il ne passe toujours pas la barre des 50%. Pourtant, Johnson a transformé les États-Unis. Il s'est servi de sa connaissance du pouvoir afin de mettre en place les lois indispensables pour faire de la société américaine une société plus équitable et plus humaine. L'idéal du rêve américain, l'égalité des chances pour tous, a été inscrit dans le droit. Si on parle de la classe moyenne, pour ce qui est de l'éducation, du régime de santé et du pouvoir d'achat, je pense que 1965 a été l'année la plus importante de l'histoire du XXe siècle américain. Kennedy suscitait une telle admiration, une telle adhésion, que ce vieux balourd de Texan ne semblait pas capable de lui arriver à la cheville. Mais si, il a réussi à faire passer la loi sur les droits civiques que Kennedy n'arrivait pas à faire passer. Lyndon Baines Johnson a fait plus pour les droits civiques et le droit de vote que tous les présidents américains réunis, hormis Abraham Lincoln. Sans les lois sur les droits civiques de 1964 et de 1965, nous n'aurions peut-être pas encore élu un président noir. On ne l'oubliera pas. On se souviendra de lui comme un des présidents exceptionnels du XXe siècle. J'espère que le grand public saura mieux reconnaître l'importance extraordinaire de ce président qui a façonné les États-Unis d'aujourd'hui.